Cet homme, c'est la ruine de Netflix. Non mais soyons sérieux, hein. Qui d'entre nous regarde encore des séries depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis? Personne, hein. Sans s'endormir illico sur son canapé, tellement c'est plus rigolo, plus dingo dans la vraie vie. À chaque minute, son rebondissement, rien ne va trop loin, rien n'est trop fou en apparence du moins. Le monde par Trump, c'est une espèce de condensé entre Nip Tuck, pour ceux qui ont encore la référence, Game of Thrones et les Simpsons. Le métavers sont les lunettes et surtout, un immense miroir noir, implacable, tendu aux spectateurs que nous sommes, parce qu'il faut nous voir, nous ici, dans ce pseudo-monde nouveau, courir comme des poulets après nos têtes. Certains pleurent, d'autres acclament. Personne ne comprend rien en réalité, bien que tout soit pourtant, pour une fois, sur la table, bien visible, grossi, exacerbé, les enjeux majeurs du moment, comme les excès de la mondialisation, l'impéritie de nos gouvernants, la toute-puissance du numérique, bientôt de l'intelligence artificielle et la mégalomanie humaine, plus décomplexée que jamais. Dans ce fatras, quelle doit être encore notre boussole? Où est le bien, où est le mal? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et pour parler de tout cela et bien plus encore, le grand plaisir de vous recevoir ce soir, Monsieur le Ministre Luc Ferry. Ta Majesté, on dit. Amicalement vôtre. Hein, exactement. L'un des... mais sans votre Dany. D'ailleurs, voilà, comme dans Amicalement Vôtre. Je ne peux pas vous jurer qu'il me manque vraiment, mais bon, on va essayer de se débrouiller sans lui. Pour ceux qui ont la ref. Donc, Daniel Cohn-Bendit, avec qui vous faites un duo fameux chez notre confrère Darius Rochebain sur LCI. Et donc, vous êtes l'un des philosophes, évidemment, les plus médiatiques de France, également politologue et politicien. Vous avez été ministre sous la présidence de Jacques Chirac, ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Vous avez également, notamment, enseigné à Normal Sup Paris, prestigieuse Normal Sup. Et vous écrivez des foultitudes d'ouvrages, hein, près de 200 à peu près. Enfin, c'est pareil, oui. Dont le dernier est consacré à ce que vous nommez la troisième révolution industrielle, la plus fondamentale et majeure qu'a connue l'humanité, selon vous, l'intelligence artificielle. C'est un livre très pédagogue, tout savoir non pas sur le zizi, hein, mais sur l'AI ou sur l'IA. Thèse, antithèse, grande panique au final. On va citer son titre, hein. Donc c'est IA, grand remplacement ou complémentarité. On le voit passer à l'écran aux éditions L'Observatoire. Très paniquant, votre livre, au final. À vous lire, franchement, je ne sais plus qui il faut redouter le plus de cette époque, des prédateurs décomplexés ou des machines qui vont nous rendre tous obsolètes. Dieu ou rien, plutôt rien pour une très grande partie d'entre nous. Peut-être, dites-vous. Et on va en débattre. Et face à vous, notre Suisse de service, notre local de l'étape. Non, Benoît Gaillard, bienvenue. Vous aussi, homme politique fameux, vous êtes conseiller national socialiste vaudois, vous allez siéger dès la prochaine session dans la commission des affaires juridiques, le droit concept complètement has-been, hein, peut-être has-been aussi, comme votre fonction de syndicaliste, vous êtes à la tête de la fêtière des syndicats suisses, dans le monde que Luc Ferry nous décrit, prédit un monde uniquement peuplé de robots ou presque, et puis bien sûr autour de cette table, notre éditorialiste en chef, Philippe Val, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Alors, on va commencer tout de suite, justement. Luc Ferry, qu'est-ce qu'il faut craindre précisément dans cette époque ? Est-ce qu'il faut craindre davantage Elon Musk et son robot Optimus, hein, qui va bientôt arriver sur le marché, ou Donald Trump ? Non, je pense que là, ce qu'il faut craindre, c'est le fait que l'Europe, et quand je dis l'Europe, ça comprend la Suisse, même si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, elle s'est pieds et poings liés, si je puis dire, dans le bras des États-Unis. On a perdu notre souveraineté en matière de technologie, que ce soit en matière de messagerie, par exemple les mails, ou que ce soit en matière d'intelligence artificielle, ce qui fait que les mesures de rétorsion par rapport à Trump, aujourd'hui, sont quasiment impossibles. Imaginez qu'on lui supprime simplement Outlook, Microsoft 365, et vous avez 80% du CAC 40 qui est en panne. Voilà, donc c'est ça qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on a bêtement laissé les États-Unis devenir leaders dans ce domaine de la tech. On dit la tech parce que ça comprend le numérique, ça comprend l'intelligence artificielle, mais ça comprend les réseaux sociaux, ça comprend les messageries, WhatsApp et autres. Et ça, c'est vraiment une énorme erreur. Là, depuis que Trump est au pouvoir, les Européens continuent massivement à acheter des F-35. Le Danemark achète l'Allemagne, la Suisse achète des F-35, la Pologne évidemment depuis toujours. Je vous dis simplement que les F-35 sont bourrés de millions de lignes numériques, de codes numériques américains. C'est-à-dire que si l'oncle Sam le voulait, on pourrait les clouer au sol en 10 secondes.
Voyez, donc il faut qu'on se réveille sur cette question de la souveraineté. On parle du réarmement de l'Europe, c'est une blague. On va racheter des chars, des machins, des avions, des Rafales, enfin, ou des F-35, mais ces choses-là, ces armements lourds ne servent strictement à rien si on n'a pas l'environnement du numérique, digital et intelligence artificielle qui permet que ça fonctionne. Voilà, donc on s'est livré pieds et poings liés au fond, l'escarcelle américaine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, face aux droits de douane, on va pas. C'est une évidence qu'ils sont très gênants pour nous. Mais on est en très grande difficulté pour réagir parce que Trump n'a pas joué toutes ses cartes. Non, pas toutes ces cartes. Et la réaction, effectivement, lui donnerait raison, n'est-ce pas, Benoît Gaillard, quand on voit la Suisse qui est écrasée par des droits de douane à 31% et qui, finalement, ne va pas broncher, va dire oui, amen, monsieur Trump. A-t-elle raison? Partagez-vous cette position? Bon, disons, il faut une certaine modestie. Si je suis là pour faire le Suisse de service, je crois qu'avec nos 8 millions d'habitants, il faut aussi être un tout petit peu réaliste sur les possibilités qu'on a, comme petit Lilliputien, d'aller éventuellement embêter le géant américain. De ce point de vue-là, je crois que la question pour la Suisse se pose un tout petit peu différemment de la question pour l'Europe. Et on doit articuler les deux choses parce qu'on fait partie de l'Europe comme continent, comme communauté culturelle. Mais nous, comme économie, on fonctionne un tout petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on a toujours vendu des produits dans le monde entier. Pourquoi? Malgré le fait qu'ils étaient plus chers, malgré le fait que parfois on n'a pas des accords de libre-échange sur les barrières aussi non douanières, etc. Malgré le fait que nos coûts salariaux sont élevés, etc. Qu'on a une monnaie forte, donc tout ça est quand même très compliqué. Pourquoi on vend quand même? Parce que c'est de la très bonne qualité, parce qu'on ne trouve pas ça ailleurs. Ça marche pour l'horlogerie, donc des choses très niches, et puis ça marche pour des grosses choses, comme des machines, pour fabriquer d'autres machines, ou pour fabriquer des choses, etc. Alors, de ce point de vue-là, je pense que nous, on a davantage intérêt, comme Suisse, à s'interroger comment est-ce qu'on renforce nos forces, plutôt qu'à se dire comment est-ce qu'on va essayer d'aller embêter le géant américain. Honnêtement, là, on n'est pas en position de le faire. Par contre, on doit effectivement, si possible, entrer dans une coordination avec l'Union européenne pour réaffirmer une forme de souveraineté. Et là, je souscris à ces propos-là. Sur la question militaire, c'est clair. Nous disons en Suisse, le contrat d'achat des F-35, là, il y a vraiment un cas de force majeure. Il faut le retravailler, voire probablement le remettre en question. C'était une erreur, à mon avis, de ne pas acheter à l'époque européen. De remettre en question il y a des avions suédois et des avions français. C'est possible. On a vu dans dernière minute. Écoutez, honnêtement, avec ce qu'on a vu les 2 derniers mois, je crois que l'idée que la politique serait liée comme ça par des choses qu'on ne peut pas faire, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, c'est que ça, c'est fini. Oui, c'est-à-dire, quand la politique veut, elle peut. Oui. Et ça, c'est une démonstration, malgré tout, qui nous est apportée par Trump, mais qui nous a été apportée par d'autres. Le Brexit était aussi un événement de ce type, il y en a eu d'autres. Il y a souvent des votations populaires en Suisse qui apportent ce genre de choses. C'est-à-dire, on vous explique que ça ne va pas du tout aller. Les 7 plaies vont s'abattre sur votre pays, il y aura des pluies de sauterelles, etc. Et puis, en fait, non, on décide, on met en œuvre, et c'est comme ça. Et c'est ça, la souveraineté démocratique. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on rampe. Et on dit amen. Je pense que la réaction européenne n'a pas tout à fait dit son dernier mot. Moi, je veux garder un tout petit peu d'espoir que les questions de souveraineté numérique qui ont été renforcées au niveau européen par un excellent commissaire européen français, Thierry Breton, pas spécialement de ma famille politique, mais qui, à mon avis, a fait de l'excellent travail pour refaire de l'espace européen un espace effectivement de souveraineté où on dit si vous venez faire du commerce chez nous, c'est nos règles qui s'appliquent, c'est pas le Congrès américain qui décide de ce que peut faire Facebook ou Meta, c'est nous, c'est nos instances démocratiques. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, est-ce que d'un claquement de doigts, on se sort d'une domination et d'une vassalité? Évidemment que non. Mais c'est la première fois qu'on se repose la question. Et j'aimerais juste terminer sur une chose, parce que ça, c'est une confusion qu'il y a maintenant. Qui est-ce que tout ça renforce, comme ça, de prime abord? C'est les grands libéraux classiques, qui disent « Ah, voyez, face à ces tyrans, ces espèces d'hégémons un petit peu imprévisibles, la meilleure solution, c'est le libéralisme, c'est-à-dire il faut ensuite rebaisser les droits de douane, refaire la mondialisation. » On entend déjà ce chœur se lancer qui dit « En fait, le mieux, c'était le statu quo ante. » Alors moi, je le dis tout de suite, je pense que ce n'est pas la voie. Je pense qu'au contraire, c'est le moment où on doit reconstruire des espaces, où on se dit, en tant que société, comment est-ce qu'on partage aussi les fruits du libre-échange? Et c'est l'erreur qui n'a pas été... C'est l'erreur qu'on paye aujourd'hui. Les gens se sont appauvris pendant la période de la mondialisation. L'écrasement des classes moyennes a été massif aux États-Unis. Il faut quand même arrêter de penser qu'ils sont tous devenus racistes du jour au lendemain. Ils ont voté Obama, puis 18 ans plus tard, ils ont voté Trump. Pourquoi? Parce que les classes moyennes ont été écrasées. Et moi, je dis, c'est l'occasion pour l'Europe et pour mon pays, la Suisse, de faire un nouveau pacte social où on se dit, on reprend une partie de nos billes, ça a été dit, on repose des enjeux de souveraineté, mais on partage aussi différemment les choses entre nous. Et on arrête de penser que par la magie comme ça des marchés, si certains deviennent très riches, tous les autres seront aussi un peu plus riches. Désolé, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on a Trump. Ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne un peu quand même. On a
le libre-échangisme mondial a fait disparaître les famines. Bon, elles vont réapparaître. On fait disparaître des tas de problèmes sanitaires massifs. Bon, voilà. Ensuite, le libre-échangisme a toujours existé. Il a fait la fortune de Venise ou d'Amsterdam, enfin des grandes villes portuaires de la Ligue hanséatique, etc. Et on a observé aussi que le souverainisme, le protectionnisme, les murs autour d'une nation a toujours fait la ruine des peuples et de leur ruine physique et de leur ruine intellectuelle. Ça n'a jamais marché. Donc c'est sûr que ça n'est pas une doctrine dont il faut absolument fixer des règles radicales, mais il faut faire avec ce libre-échangisme. Alors là, il y a une question que je me pose, parce que vous disiez que finalement, Thierry Breton, moi j'ai trouvé ça aussi très bien, ce qu'il a fait. Mais on m'a répondu, oui, mais nous, tu vois, on régule, tandis que ailleurs, ils innovent. Nous, on régule, ailleurs, ils innovent. Ça ne peut pas durer. Et là, une question que je voudrais poser à Luc, par exemple, c'est comment se fait-il qu'on n'ait pas vu passer ce train, alors qu'on avait fait le Minitel, il y avait des trucs, enfin, on avait une boîte d'info de numérique qui marchait bien dans les années 70, on n'était pas en retard, il y avait Bull, je me souviens. Bon. Donc voilà, comment se fait-il qu'on ait pris ce retard hallucinant que l'Europe ait décroché de ces technologies? C'est très intéressant parce que, voilà, il se trouve, pardon, c'est pas pour mettre en avant, mais j'étais ministre de la Recherche, donc je me suis beaucoup occupé de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, donc chez Facebook. C'est lui qui a inventé, on peut dire, l'intelligence artificielle moderne, sur le deep learning. Bon, c'est vraiment un type génial. Bon. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a laissé partir tous nos chercheurs les plus brillants qui sont partis vers les États-Unis parce que, bon, moi j'étais chercheur au CNRS, j'étais payé royalement, j'avais 2 agrégations, un doctorat d'État, j'étais payé royalement l'équivalent de 1 600 € par mois aujourd'hui, ce qui ne permet pas de vivre à Paris, c'est impossible. Voilà, donc du coup, tous ces gens-là, pas pour des raisons vénales, mais aussi pour les conditions de travail, sont partis travailler aux États-Unis. Et donc, ou en Chine. Ou en Chine. Beaucoup de laboratoires ont été ouverts en Chine. Voilà, ils achetaient les cerveaux des plus grands biologistes, des plus grands médecins, des plus grands physiciens français, voilà, ou français ou allemands, ou, voilà. Et donc, par exemple, une des chercheuses françaises qui a inventé CRISPR, donc Madame Charpentier, elle travaille aux États-Unis ou elle travaille en Allemagne. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas compris. l'ARN messager. Mais... Voilà, pareil. Et pareil, parce que Trump, on peut en penser qu'on veut, mais il a mis 12 milliards sur l'ARN messager, donc c'est quand même sur Pfizer. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas compris que la question de la souveraineté en matière d'intelligence artificielle et de numérique était absolument cruciale, et que, notamment, par exemple, pour les armes, que ce soit les Rafales ou que ce soit les chars ou les canons César, on nous parle de ça toute la journée, sans l'environnement numérique, c'est que dalle. Voilà. Et donc, du coup, les 3/4 de l'Europe sont équipés en matériel américain. Voilà. Et on n'a pas compris que ce matériel pouvait être réduit à néant, si je puis dire, être inutilisable, simplement sur une décision de Trump, parce qu'en fait, les leaders de la tech lui obéissent aujourd'hui. Alors, Elon Musk défend ce que tu as défendu, lui défend évidemment le libre-échange, il a dit, mais non, Trump se trompe, il quitte le gouvernement, mais il faut ouvrir, mais il faut comprendre ce que veut Trump, il faut arrêter de dire qu'il est fou et con, je veux dire, c'est pas suffisant. Voilà, il a 2 idées, alors on peut les critiquer, mais qui sont annoncées depuis toujours et qui sont évidemment des idées fortes, et notamment elles devraient plaire à une partie de la gauche, c'est baisser le prix du dollar pour faciliter les exportations, bon, ce qui n'est pas forcément idiot, donc déprécier le dollar pour faciliter les exportations, et deuxièmement, mettre des droits de douane pour réinsérer aux États-Unis, réinstaller aux États-Unis non seulement la production et la consommation. Alors évidemment, c'est incroyablement brutal, et réinstaller la production, ça ne se fait pas tout de suite. Par exemple, la moitié de la fabrication d'Apple, ça vient du sud-est asiatique ou de la Chine. Les Américains ne sont pas immédiatement capables de le faire. Mais dans la mesure où il sait que les mesures de rétorsion
d'exportation de l'Union européenne sont à peu près égales à zéro, on peut les attendre. Mais encore une fois, il suffirait qu'on arrête Outlook 365 pour que la moitié, les 3/4 des entreprises et des administrations européennes soient bloquées. Oui, mais n'a-t-il pas raison justement de vouloir défendre finalement l'ouvrier, le petit peuple contre les géants de la bourse? Aujourd'hui, ceux qui ont le plus mal, c'est BlackRock, enfin ceux qui jusque-là étaient les démons de la mondialisation, voire contre la Chine, qui a effectivement piraté une grande partie, avec notre complicité, une grande partie et de la recherche et de la technologie. À long terme, je suis d'accord avec mon voisin, ça ne marchera pas à long terme, mais à court terme, ce sera dur parce qu'il va y avoir en gros 3 000 $ d'augmentation par l'inflation pour les petits ménages. Bon, il va évidemment régler ça en baissant le prix de l'essence ou des choses comme ça. Il va régler le problème. Il n'est pas assez sombre. Il l'a déjà réglé. Enfin, l'OPEP+ a décidé. Il annonce qu'il y aura de l'inflation. Tout le monde probablement une négociation avec Trump. Et j'entends ça toute la journée. Ah, il va y avoir de l'inflation. Ça, alors là, c'était étonnant. Bah oui, si on met 20% de taxes sur les Mercedes, elles coûteront plus cher en arrivant. Mais c'est pas ça le problème. Il le sait évidemment. Donc il faut réfléchir 3 secondes. Lui, il fait un remède de cheval à court terme très dur, à moyen terme gagnant pour les États-Unis et à long terme, peut-être qu'on reviendra en effet à ce que dit Philippe, à savoir un libre-échange à peu près normal. Mais il faut comprendre au moins quelle est sa logique au lieu de dire il est con et fou, c'est pas suffisant. J'entendais Pascal Lamy, pour qui j'ai beaucoup de respect, par ailleurs, ancien commissaire européen, dire « Oh, c'est tellement idiot, ça va produire des effets surprenants. » Si c'était tellement idiot, ça ne produirait pas des effets surprenants, on saurait ce que ça va produire. La bourse, le CAC 40 a pris 1,75 ce matin en France, donc c'est pas vrai, il n'y a pas de crack. Voilà. Donc tout ça est compliqué, plus compliqué que ce qu'on dit. Déjà à un niveau extrêmement élevé. Et pour moi, le vrai problème, c'est l'incapacité de l'Union, trop dépendante des États-Unis. En fait, le 51e État des États-Unis, c'est l'Union européenne. Voilà. Régis Debray l'annonçait déjà, à juste titre, dans un petit livre, il y a une trentaine d'années. Voilà. Et on est devenu le 51e État. C'est pas le Groenland ou le Canada, c'est l'Europe. Parce qu'on a laissé partir, au fond, tout ce qui permet d'avoir une vraie souveraineté, on l'a laissé partir aux États-Unis. Sans réfléchir, on a laissé partir les cerveaux. Et ce n'est pas simplement l'intelligence artificielle, mais c'est tout le numérique, tout le digital, c'est tous les réseaux sociaux, c'est toutes les messageries. Et ça, que ce soit et les drones. Elon Musk a raison, il a dit la guerre aujourd'hui, c'est la guerre des drones, ce n'est pas les avions. L'avion de chasse est mort aujourd'hui. Mais il a raison. Nous, on va reproduire la production de Rafale. Ça fera plaisir à l'industrie française et puis ça créera des emplois. Mais aujourd'hui, or les drones américains bourrés d'IA sont 1000 fois meilleurs que les nôtres. Voilà. Mais je suis désolé de dire ça, mais il faut qu'on se réveille. Je dis ça pour qu'on se réveille. Je suis très pro-européen. Voilà. Je ne suis pas du tout défaitiste. Je pense qu'on a toutes les capacités pour se relever. Mais il faut qu'on se réveille. Et pour l'instant, je suis désolé, mais notre classe politique, elle est nulle. Voilà. Bayrou ne connaît rien. C'est le parrain de ma fille, je le connais depuis 40 ans. Il ne connaît rien, ni en sciences, ni en économie. Jamais il n'a pas 3 secondes travaillé dans sa vie, ni sur les sciences, ni sur l'économie. C'est un brave type, par ailleurs. Il n'est pas idiot, il a une agrègue de lettres, d'accord, mais c'est pas ça qu'il nous faut. Il faut des gens qui réveillent et qui soient capables d'être à la fois d'excellents économistes et surtout d'avoir une culture scientifique. Et là, ils ont zéro. En Suisse, Raphaël Gaillard... Désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Benoît Gaillard, pardon, justement, je pensais à Raphaël Gaillard qui, justement, travaille aussi sur l'intelligence artificielle et connaît très bien Elon Musk, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Benoît Gaillard, en Suisse aussi, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, justement, à suivre le modèle Trump parce que nous aussi, on laisse ici partir toute notre industrie. On laisse partir toute notre industrie. On n'investit pas dans les technologies. On a une politique d'hyperdépendance qui est... C'est pas tout à fait vrai. En réalité, la Suisse a gardé une part de production industrielle dans ses exportations, dans son PIB, qui est plutôt remarquablement élevée. On est plutôt proche du modèle allemand que du modèle français. C'est tout à fait vrai, Ça me fait mal, mais enfin, pour vous, parce que c'est vrai, c'est un pays que j'apprécie beaucoup, mais enfin voilà. Tout à fait juste. On a, je sais plus, 2 ou 3 universités dans le top 10 mondial selon les différents rankings. Donc, non, je crois que si la Suisse éventuellement est menacée,
c'est par les projets d'austérité qui vont couper exactement là où il ne faut pas couper, c'est-à-dire dans nos écoles polytechniques, on parlait de la science, on parlait de l'informatique, dans nos universités qui font de la recherche scientifique fondamentale, qui en réalité ont fait que, je veux dire, nous, il ne faut pas qu'on se couvre de cendres non plus. L'innovation, ça ne se passe pas trop mal. Les exports pharmaceutiques ne sont pas concernés par les décisions de Donald Trump. C'est 60% de nos exports vers les États-Unis, accessoirement. Ce qui fait que nous, on dit toujours, on a plus de taxes que l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 20, nous, c'est une trentaine de pourcents, 31, 32, on ne sait pas très bien. Oui, 60%, par exemple, ne sont pas couverts. 60% sur lesquels on est vraiment dans la Ligue mondiale, avec la pharma. On est dans la Ligue mondiale au niveau de la recherche scientifique. On a d'ailleurs potentiellement, nous, alors là, je parle pour la Suisse, d'accord. La France, on a une vraie chance, et c'est un collègue, Baptiste Urny, qui a déposé ça au Parlement, on a même une vraie chance de faire venir des chercheurs américains en Suisse, parce qu'on a un paysage qui est déjà très internationalisé, beaucoup d'anglais, alors ça ne me fait pas toujours plaisir quand je vais sur les campus, parce qu'on peut parler aussi des fois la langue du pays, mais enfin, on a des hautes écoles qui fonctionnent déjà de manière très, très internationale, et on a une industrie qui est vraiment extrêmement performante et qui produit des choses très compétitives. Donc c'est pour ça que je dis, on a meilleur temps de nous baser sur ces forces-là, mais de s'assurer que le consensus social perdure derrière. Parce que là, l'exemple de l'Allemagne est très éclairant, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi une industrie d'exportation très forte, les machines, les voitures, tout ce qu'on sait, etc. Mais en fait, ils l'ont financé en cassant le coût du travail et en ayant du coup un consensus social qui s'est complètement délité. Et vous avez les élections en début d'année en Allemagne, avec l'AfD qui fait 20%, une espèce de super éclatement politique, énormément de gens qui sont très frustrés de la manière dont leur pays se développe. Si on évite ça, et là je parle encore une fois pour la Suisse, après on peut parler de la stratégie pour l'Union européenne ou l'Europe, si on évite ça, je pense qu'on a la meilleure façon de répondre à la politique trumpienne. Honnêtement, ne nous prenons pas, c'est comme la grenouille et le bœuf, on est trop petits, nous, pour faire une politique à la Trump. C'est-à-dire, on n'aura jamais assez de débouchés à l'intérieur de notre pays pour tout ce qu'on produit. C'est vraiment... Voilà. Le risque qu'on a, c'est un trop grand poids de l'industrie financière qui conduit à une très forte hausse de notre monnaie. On a le franc qui s'est apprécié depuis 10 ans. On parle aujourd'hui des tarifs à 30% pour à peu près 15% de nos exportations. Moins la pharma, on est à 6% en fait. Ça fait 10 ans qu'on a abandonné le taux plancher du franc face à l'euro. La manière dont le franc s'est apprécié était de la même brutalité, sauf que ça touche le monde entier, parce qu'en fait, on échange de l'argent, évidemment, et on exporte dans le monde entier. Et on s'en est remis, pourquoi ? Parce qu'on a des gens qu'on forme bien, on a des produits de très haute qualité, et on les exporte. Et derrière, et c'est ça qui menace d'être cassé en ce moment en Suisse, derrière, les gens qui se cassent la nénette, si vous me passez l'expression, pour aller travailler à l'usine ou ailleurs ou dans les universités, eh ben, on doit leur promettre que leur vie, elle va s'améliorer et qu'on garde l'idée du contrat social. Vous bossez dur, mais vous vivez bien, voire même un peu mieux chaque année. Et ça, c'est la leçon de Trump. On doit avoir des économies qui fonctionnent comme ça, où le deal, quelque part de base, est respecté et où les gens ont envie d'être dans cette productivité tournée vers l'exportation. Encore une fois, ça, c'est pour la Suisse. On a des forces gigantesques de ce point de vue-là. On ne doit pas se déprécier comme ça, vraiment. L'Union européenne, vous êtes davantage expert que moi, c'est un peu plus compliqué. Comme c'est un grand marché, en tant qu'Union européenne, elle pourrait davantage fonctionner effectivement en relocalisant. Et là, je veux juste terminer sur un point, Monsieur Ferry. Oui. Si on admire Trump, oui, où on dit finalement, voilà, certain courage, le remède de cheval, la douleur à court terme pour le gain à moyen ou long terme, etc. Mais moi, je ne vois pas de raison de désespérer de l'idée que ça fasse la même chose pour l'Union européenne. Mais c'est exactement et ça. Que nos dépendances, exactement. Quelque part, ils nous administrent à nous aussi le remède de cheval. Évidemment. Et il y a une excellente start-up qui s'appelle Mistral, française, qui a développé un chatbot qui fonctionne honnêtement très très bien. Honnêtement, ça fonctionne. Non, je connais bien, mais il y a deux, trois technologies numériques suisses, européennes qui fonctionnent. Peut-être qu'avec le remède de cheval là, on va effectivement dire, on investit là-dessus et maintenant on développe. Un mot on prend conscience de notre pouvoir en tant que marché avec des centaines de millions d'habitants. Est-ce que ça nous fait du bien ? 100% d'accord avec vous. Trump nous réveille tant sur le plan politique que sur le plan de la souveraineté, donc de la relocalisation. Voilà. Mais soyons clairs, Mistral, je connais très bien Arthur Mensch, un jeune homme formidable, polytechnicien de 30 ans, qui a créé sa boîte formidable. Xavier Niels a annoncé cette semaine qu'il mettait 100 millions d'euros, en gros 100 millions de francs. Bon, d'accord. Lama est sorti de Meta, est sorti il y a 2 jours. Ils ont mis 10 milliards de dollars dessus, d'accord ? Donc c'est comme si, encore une fois, Mistral AI, c'est très bien, mais c'est comme si vous vouliez faire le Grand Prix de Monaco avec une 2 chevaux. Donc pour l'instant, alors moi, là où je dis que Trump nous rend service, c'est qu'en effet, il nous réveille, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan technologique, parce qu'on est obligé de comprendre, et c'est tout nouveau, qu'il va falloir relocaliser, c'est-à-dire faire d'une certaine manière la même chose que lui. Relocaliser
relocaliser en Europe, et au lieu de se laisser faire et de laisser tout partir. On a compté sur les États-Unis comme parapluie militaire, comme parapluie numérique, et on s'aperçoit qu'ils nous lâchent en race campagne aujourd'hui. Donc Trump est détestable, hein, le bonhomme est insupportable. Bon, c'est un pervers narcissique, un menteur pathologique, c'est pas le problème. Mais néanmoins, c'est pas une andouille. Voilà, c'est pas un con, c'est pas. Alors oui, fou, ça peut être, mais il y a des fous. Elon Musk aussi est fou, mais il arrive à créer. Enfants, dont un qui porte un nom de chiffre. 4 qui portent un nom de chiffre. Mais ne fait-il pas néanmoins, du bien il est quand même génial, tu vois. Oui. Non, mais Philippe, et SpaceX, les fusées de SpaceX, elles ont 10 ans d'avance sur Ariane. Vous voyez, c'est encore un exemple qu'on pourrait développer. Mais Philippe, justement, est-ce qu'il ne fait pas, en tout cas, c'est dommage que dans vous soyez divers socialiste, secteurs... vous devriez venir en France refaire le parti. Parce que... mais vous êtes... Alors c'est une veine qui marche très bien, et c'est grâce à cette veine syndicaliste que le PS... Venez chez nous pour nier vos forces, parce que je fais juste une comparaison. Vous regardez Airbus, belle industrie européenne, Boeing ces dernières années. Oui, c'est bien. Disons, personnellement, je suis plus à l'aise dans un Airbus que dans un Boeing, par exemple. Non, mais je veux dire, on est aussi assez bon, c'est des réussites grandioses, particulièrement en France, pour rabaisser les quelques succès qu'on a quand même. Non, je parlais du Parti socialiste. Il faudrait qu'il soit comme vous, ça nous changerait. Mais Philippe, est-ce que ça ne nous fait pas du bien aussi? On voit que les iPads et toute la technologie iPhone va renchérir, les Nike vont renchérir. Est-ce que finalement, là, et on pleure sur le lait qui a brûlé, mais est-ce que là, c'est pas plutôt un bien? Parce que finalement, d'acheter des Nike, ne plus acheter des Nike qui sont faites par des petits Chinois en prison, ne plus surconsommer des terres rares, alors que voilà, on sait que les limites de la planète sont dépassées. Est-ce que justement, là, il n'y a pas un effet bénéfique et qui va dans le sens que tout le monde souhaite finalement, sans arriver jamais à l'appliquer? Peut-être mais je ne sais pas quel résultat ça va avoir sur l'exploitation des enfants en Chine. Je ne peux pas le prédire. Je souhaite que ça en ait et que ça soit positif, mais je ne pense pas que ça changera grand-chose parce que le marché chinois va se diriger vers ailleurs, c'est-à-dire vers nous, en réalité. Et ce que je voudrais souligner, c'est que Trump n'est pas simplement un administrateur des douanes. Il a une idée politique. Il a surtout, je pense, il ne faut jamais sous-estimer les idées. Il n'y a pas que le business, il n'y a pas que le fric. Tout ça, c'est animé par quelque chose, un ressentiment, je dirais. Je pense que Trump est le représentant type de l'Américain qui a effacé sa mémoire européenne. L'Europe a fondé les États-Unis. Et il y a une partie des États-Unis qui ne veut plus de cette culture, qui ignore cette culture et qui ne l'a pas. Les livres, les lois, la philosophie, l'humanisme, tout ça, un certain art de vivre, un mode de vie, une entraide aussi, parce que les filets sociaux sont très puissants en Europe, en France particulièrement, mais dans toute l'Europe. Il y a quelque chose d'une civilisation dont il ne veut plus, Trump. Il n'aime pas ça. Il a ça en commun avec Poutine, de ne pas aimer l'Europe, comme Dostoïevski n'aimait pas Paris, pour les mêmes raisons. Mais l'important, c'est qu'il aime les États-Unis. Ça, c'est la question aussi. Est-ce qu'il aime les États-Unis? Il a été élu, malgré tout, par une majorité nette de la population américaine et pas les plus nantis. Et je pense que l'Europe ne peut s'en sortir, et la France notamment, que si elle se met à aimer ses valeurs et à faire en sorte de lui donner la force, y compris la force militaire, pour qu'elles existent face à un monde où ces libertés, cet humanisme, ces lois, ces états de droit sont considérés comme des ennemis contagieux par toutes les dictatures de la planète. Et ça, si on ne prend pas en considération ça, je pense qu'on se trompe beaucoup. Luc Ferry. Oui, je suis d'accord avec Philippe sur le fait que le problème politique est évidemment crucial derrière. Il y a une vision politique derrière, extrêmement puissante. Ce qui manque aux États-Unis, c'est le vrai problème des États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de troisième voie. Vous avez des étudiants démocrates wokistes qui arrachent les photos des otages israéliens dans les facs américaines. Moi, j'ai beaucoup enseigné aux États-Unis. Je me suis même marié il y a très longtemps. J'ai une vie là-bas, donc je parle anglais, évidemment. Mais je vois ça, je vois dans les universités la puissance de la cancel culture.
culture qui est insupportable. Et de l'autre côté, vous avez Trump. Voilà. Et donc, vous avez au fond deux Amériques qui se battent en duel. Et à part quelques juifs new-yorkais qui proposent une troisième voie, il n'y a personne. Tandis que nous avons une troisième voie en France. Et là, je rejoins aussi ce que dit Philippe. C'est le républicanisme. Le républicanisme peut réconcilier aussi bien voilà, mes amis gaullistes que mes adversaires et en fait amis socialistes. Vous voyez, il y a une troisième voie possible aujourd'hui. Pour l'instant, elle n'est pas très visible, mais il y a une troisième voie possible. Aux États-Unis, il n'y a pas de troisième voie. Vous avez soit des démocrates californiens, toute l'IA est wokiste, alignée sur des codes éthiques wokistes. Vous demandez à Gemini la recette du foie gras, il vous dit non, il ne faut pas. Vous ne devez pas lui parler des femmes, du sexe, il ne veut pas. Bon, la diversité, il est écolo, féministe, tout ce qui est antiraciste, il est magnifique. Voilà. Joe Biden était quand même aussi un homme de l'économie plutôt à droite. Oui, mais il était à droite du Parti démocrate, comme tout le monde le sait. Mais dans les universités, je peux vous dire que le wokisme, la cancel culture est omniprésente, jusqu'à pousser au suicide certains profs. Ça arrive chez nous avec Balanche. Bon, on a des profs qui commencent à être victimes du wokisme. Et puis de l'autre côté, aux États-Unis, vous avez Trump et donc quelque chose d'extrêmement dur. Et vous avez deux Amériques. Voilà. Il n'y a pas de troisième voie. C'est ça le problème des États-Unis sur le plan politique, à mon avis. Il faudrait une troisième voie. Nous, on a, malgré tout, je peux me réconcilier aussi bien avec un vieux gaulliste qu'avec un vieux socialiste sur l'idée républicaine. Je suis très proche de Chevènement, par exemple. Vous voyez, en France, enfin, si vous connaissez la politique française, j'étais à la fois ami de Rocard et de Chevènement. Voilà. Mais moi, je suis quand même à droite. De gauche irréconciliable. Oui. Manuel Valls a réconcilié les deux, mon ami. Non, mais disons, ce qui peut peut-être surprendre, et sur quoi je vous entendrai volontiers, c'est que si on prend au sérieux l'idée de réarmer l'Europe, soit au sens littéral, c'est-à-dire les armes, au sens quelque part figuré sur, on peut dire l'industrie, qui est l'industrie d'aujourd'hui, qui est forcément soit numérique, soit en tout cas très numérisée. Il va falloir des programmes d'investissement et d'investissement public ou de garantie publique pour un certain nombre d'investissements qui vont être faramineux. Et ça, excusez-moi, M. Ferry, on ne le trouve pas dans le programme des partis de droite et on ne le trouve pas non plus dans le programme des partis centristes. Non. Et ils l'ont jamais fait. Non, ils l'ont jamais fait nulle part. C'est du bluff, on fait des effets d'annonce, etc. La seule façon dont les États-Unis ont réussi à dominer le monde, c'est comment ? C'est en faisant des choses qui, en réalité, vues d'Europe, sont des vraies politiques, en réalité, de gauche, d'État extrêmement forts, en ayant des agences, ça s'appelle DARPA, vous connaissez tout ça, qui financent des projets qui sont des choses qu'ici on laisse aux capitalistes, aux venture capitalistes, on leur laisse prendre des risques. Là-bas, c'est l'État qui arrive, qui dit « votre start-up m'intéresse, je vous donne », et là, le chéquier, alors franchement, il est généreux, « je vous donne de l'argent, j'échoue sur 9 projets sur 10, mais celui que j'aurais financé, le Pentagone, ou le cas échéant, les universités, ou les entreprises américaines, vont profiter de la technologie que vous aurez déployée en prenant le risque aux frais de l'État américain. » Et je suis navré de dire, le logiciel de la Commission européenne, le logiciel de l'Union européenne, comme espace libéral, comme marché, et pas du tout celui-là ces dernières années. Il y a eu quelques effets d'annonce. On a dit qu'on investirait dans le Green Deal un peu sur ce mode-là. Maintenant, on est déjà en train de revenir en arrière. Ensuite, on nous annonce maintenant 800 milliards d'investissements dans l'armement. Excusez-moi, c'est un bricolage. Pour l'instant, les 800 milliards n'existent pas. Et puis, sur l'intelligence artificielle ou le numérique, à ce stade, ce tabou n'a pas été brisé. On va devoir briser ce tabou. Et vos amis libéraux, par exemple au Parlement européen ou au Parlement français, ils ne vont pas du tout être d'accord avec ça. Mais ça, il faut le poser sur la table à un moment donné. On a besoin d'un rôle de l'État, l'investissement public qui va être massif. Sinon, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Ce n'est pas les privés qui vont acheter les armes. Non, vous revenez sur votre opposition droite-gauche. Mais les gaullistes ne sont absolument pas libéraux. Mais vous avez... je comprends bien, vous défendez votre beefsteak, vous avez raison. Mais les gaullistes ne sont pas du tout libéraux. Attendez, mais il n'y a pratiquement pas de libéraux en France. Mon ami, il n'y a pas de libéraux en France. La France est le pays qui déteste le libéralisme. Attendez, on a 3 300 milliards d'euros de dette et on a 6 millions de fonctionnaires. Attendez, juste des chiffres. Là, je donne raison à M. Ferry. Comme pays libéral, vous me faites hurler de rire. Ça fait aucun investissement. Mais arrêtez, mais bien sûr que si, on n'a que des investissements publics, vous rigolez. On va produire des Rafales, des canons César, mais vous croyez que c'est avec quoi? Et donc, on a 3 300 milliards d'euros de dette, on a pratiquement presque 6 millions de fonctionnaires, on a le pays le moins libéral du monde. Alors, et De Gaulle, seul pays où le communisme a réussi. Chirac qui me disait, mais les libéraux sont des cons.
Voilà. Et il parlait, il y avait 2 ou 3 libéraux, voilà, Alain Madelin, 2 ou 3 types comme ça. Il disait, mais c'est des cons. Voilà. Et donc, non. Alors, cela dit, c'est pour. Je vous rentre dans le chou, c'est parce qu'en fait, on est d'accord. C'est pas à peine de s'opposer bêtement, de faire recréer un débat droite-gauche aussi bête qu'en France. Je suis entièrement d'accord avec vous que si on veut retrouver une souveraineté européenne, il faut que ce soit qu'il y ait une politique d'État qui investisse, évidemment. Regardez quand Elon Musk a dit en Ukraine. Dérégularise aussi. Bien sûr. Les deux en même temps, mais il faut faire les deux. C'est pour ça que la droite est plus intelligente. Ça ne se fera jamais. Pour l'instant, on n'est pas parti pour ça. Parce que mais alors à l'échelon européen, malheureusement, on a une gauche on avait une gauche social-démocrate qui s'est alliée bêtement avec LFI, et puis on a maintenant une droite qui est complètement dans les choux parce que c'est Marine Le Pen qui a un programme en vérité de gauche là-dessus qui est pas très intelligent. Maintenant, je reviens au fond du fond. Quand Elon Musk... C'est qui a caricature? Non, encore écoutez, caricature, vous allez me dire que le programme de Marine Le Pen n'est pas de gauche. Il est de gauche, il est de gauche. C'est ridicule. Voilà. Elle est pour la retraite à 60 ans, c'est la revendication principale de la gauche. Mais là, on parle d'investissement public dans des technologies Les investissements publics, avec 3 300 milliards d'euros de dette, on ne fait que ça. On en fait trop. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne que se réarmer sans réarmer le numérique, souvenez-vous de ce que Elon Musk a fait à l'Ukraine, quand il a dit « je vous supprime Starlink ». Voilà. Sans Starlink, il n'y a pas de guerre moderne, il y a zéro. Voilà. Et donc, nous, on n'a rien de Starlink. En Europe, on n'a pas l'équivalent. Là où vous aviez raison tout à l'heure, c'est que paradoxalement, la Suisse est le pays le plus innovant d'Europe, notamment sur le médicament. Un peu l'équivalent d'Israël, d'une certaine manière. Un tout petit pays, mais très innovant. Voilà. Et ça, c'est le programme concurrent de Starlink européen qui existe aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, pardon, excusez-moi, aujourd'hui, il est sous-financé. Voilà. C'est ce que je vous dis, oui. C'était dans votre presse, je crois que j'ai lu ça dans Le Monde il y a quelques semaines. C'est ce que je vous dis, Le programme Ah non, c'est ce que moi je vous dis. C'est-à-dire qu'en Europe, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens. Et c'est ce que je vous par des investissements publics efficaces. Et là, je suis désolé, vous confondez un peu le stock de dette française, qui est tout à fait incontestable, et on peut discuter de ça. Le nombre de fonctionnaires aussi. Oui. OK, si vous voulez, mais là, vous confondez ça avec la politique d'investissement. Et en acceptant la prise de risque, pour des technologies de ce type. Mais le problème, c'est que la France investit beaucoup trop dans son administration et du coup, elle n'a plus d'argent. Depuis une demi-heure, je dis il faut que le Trump nous réveille, il faut que l'Europe investisse. Eh bien, finançons le programme alternatif. Disons, l'option européenne Starlink, ils veulent mettre les satellites un tout petit peu plus haut, ce n'est pas exactement le même système, mais ça pourrait même être en réalité plus stable et plus fiable. Aujourd'hui, ce programme au niveau européen est sous-financé. Alors, tombons d'accord au moins là-dessus. C'est parce qu'on est tous en défit. On a une dette énorme à chaque fois. Parce que si on met 100 millions pour Mistral AI, alors que le patron d'OpenAI, il est maintenant, ça s'est valorisé à 300 milliards aujourd'hui. Et il met 30 milliards, et Lama met 10 milliards, Meta met 10 milliards. Donc, on est sous-financé. Vous avez 1000 fois raison. Mais 1000 fois raison, je ne dis que ça. Je dis que Trump nous réveille, on est sous-financé. Et là, je suis évidemment d'accord avec vous que ça doit être des politiques étatiques. Simplement, quand l'État est en faillite, voilà. Et l'État français est en faillite, c'est pire que la Grèce il y a 3 ans. Mais l'État américain aussi est en faillite. Oui, mais simplement, il a le dollar. Voilà, ils ont le dollar qui fait la grande différence. Donc ne nous opposons pas quand on dit la même chose. Mais c'est là qu'on a besoin d'une nouvelle conception de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de voir nos faiblesses. Les États-Unis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils décident de reconstruire l'Europe, le plan Marshall, ils n'allaient pas très bien économiquement. Ils avaient mis toute leur économie au service de la guerre. Je vous laisse aller regarder comment étaient les comptes publics américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. En sortant de ça, ils n'ont pas fait le politique de repli. Vous savez qu'il y avait des gens qui le défendaient aux États-Unis, même d'ailleurs qui ne voulaient pas venir à notre secours accessoirement. Et ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, on est endetté, notre économie a été complètement passée en mode guerre, donc on ne sait plus très bien produire le reste, etc. Est-ce qu'on se replie, on regarde chez nous et puis on pleure un peu et puis on se reconstruit tout seul? Non. Ils ont dit, quelque part, on double la mise et non seulement nous, on va se reconstruire, mais on va aller reconstruire l'Europe en investissant très fortement dedans. Et pourquoi je parle de ça? Parce que nous, Europe, là, pour le coup, je parle pour le continent et l'espace culturel. On doit arrêter de voir les problèmes. C'est vrai, on a un stock de dettes dans un certain nombre de cas. On a effectivement du retard dans d'autres, mais on a aussi des potentiels immenses. Et vous l'avez dit vous-même, dans le domaine académique, par exemple, on a gardé une capacité à investir dans les sciences de base, à garder des chercheurs qui font des trucs qui peut-être donneront quelque chose dans 10 ans sans leur mettre la pression pour être tout de suite rentable, etc. On a su faire ça. Parlons de nos forces et reconstruisons un discours qui ne soit pas décliniste, si je peux me permettre le mot. Je
suis sûr qu'on en a le potentiel. Je vous dis, et si Trump nous réveille. pour ça, honnêtement, on a une chance de gagner. Et est-ce qu'il nous réveille aussi en matière de politique internationale? On regarde cette séquence, effectivement, qui mêle l'intelligence artificielle et politique internationale. You free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Alors, on voit déjà ce qu'on peut faire en matière d'IA aujourd'hui, de deepfake. Et là, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de doute sur ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Mais sur la question de la politique internationale, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est assez d'ailleurs maltraitant avec Israël, pas meilleur traitant avec Israël qu'il ne l'est avec les Palestiniens. Est-ce qu'il peut nous donner aussi une leçon de politique internationale, une résolution de la paix en Ukraine versus Russie, à Gaza versus Israël? Écoutez, sur la question iranienne, je pense qu'il a raison. Sur le nucléaire iranien, je pense que le jour où l'Iran aura on ne sait pas quand, peut-être qu'ils l'ont déjà, on ne sait pas, en tout cas c'est inévitable. Le jour où l'Iran aura la bombe nucléaire, Israël sera en danger mortel. Donc là-dessus, je pense que Trump a raison. Deuxièmement, moi, je suis vraiment un ami d'Israël. Je pense que c'est une démocratie, mais je ne suis pas un ami de Netanyahou. C'est-à-dire que Netanyahou est absolument depuis toujours hostile à deux États. Et donc, je pense que par ailleurs, moi, j'aime beaucoup l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui est un très grand historien, et donc que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention, et qui expliquait l'autre jour sur une chaîne de télévision que Netanyahou est en train de préparer quand même une espèce de dictature, ou en tout cas qui risque d'y avoir une guerre civile, parce qu'il a 30% d'opinion favorable, mais 70% d'opinion défavorable, et que le but principal de cet homme, c'est d'échapper à la prison, d'échapper à ce qui le poursuit. Et donc, contrairement à ce que l'hostilité à deux États, on a toujours imaginé, ce que Netanyahou imaginait le premier, c'était que Trump était son allié inconditionnel. Il l'est. Et depuis hier soir, on imagine que ce n'est pas tout à fait. D'ailleurs, Israël aussi est taxé sévèrement. Voilà, et je pense que là-dessus, pareil, je pense que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur la question israélienne, Trump n'est pas aussi mauvais qu'on a envie de le dire. Voilà. Et donc je pense que sur la question iranienne, il a raison. Et s'il peut se détacher un peu de Netanyahou, c'est la bonne nouvelle. Parce que les États-Unis aujourd'hui, que ce soit chez Trump ou que ce soit avant chez Joe Biden, sont favorables aux deux États, ce qui est la position française depuis toujours. Maintenant, Netanyahou est hostile à fond. Il a la même politique que le Hamas, il veut un seul État. Alors évidemment, ce n'est pas le même État. Pour Hamas, c'est un État arabe et islamiste, et pour Netanyahou, c'est un État israélien. Mais il ne veut absolument pas deux États. Il a toujours été très opposé à ça. Et je pense que l'immense danger aujourd'hui pour Israël, qu'un pays que je connais bien, c'est tout petit. Quand vous allez là-bas, c'est rien. Voilà. Et donc, il suffit qu'il y ait 3 barjots avec une bombe sale. Et on a vu que le 7 octobre, c'était possible. Tout était possible pour que cet État soit simplement rayé. Voilà, mon meilleur ami, c'est Elie Chouraki. Je ne sais pas, vous voyez qui c'est, un metteur en scène très connu en France. C'est mon meilleur pote. Lui, il me dit, mais de toute façon, ça fait 2000 ans qu'on dit ça, mais les Juifs ont toujours réussi. Et voilà, le peuple juif s'est toujours rétabli, il a toujours réussi à surmonter les obstacles, etc. Mais là, d'un point de vue technologique, on est dans une situation qui est tout à fait nouvelle. Et pour les Iraniens, il y a 83 millions d'Iraniens. On a des mollahs pour lesquels perdre 20 millions d'habitants n'est pas un problème majeur. Vous voyez, c'est très dangereux. On a des kamikazes. Est-ce qu'il n'est pas disruptif aussi, justement, Donald Trump, sur le plan international? Je pense que pour Trump, perdre quelques millions de personnes, ce n'est pas un problème pour lui. Enfin, pas aux États-Unis, mais aux États-Unis, si, quand même. Non, pas aux États-Unis. En Iran, non. Mais en Iran, non. Mais là, même dans la façon dont il traite le Sri Lanka ou la Birmanie, qui sont des pays dans des situations horribles. Voilà. Mais quant à... Est-ce que les Américains n'ont jamais été des gentils? Est-ce que ça aussi, pour une fois, c'est sur la table? Et d'ailleurs, quand ils sont toujours fait payer. Joe Biden, même en Ukraine, protectionniste de Joe Biden. Oui, et puis même en Ukraine, c'était aussi pour des intérêts, pour défendre des intérêts américains. Quand ils nous reprochent, les Américains, d'avoir vécu méchamment sous leur parapluie, gratuitement sous leur parapluie, il exagère, parce que ça leur permettait aussi d'exercer un pouvoir
Le fait qu'on est, ça c'est vrai, on ne s'est pas réarmé, et du coup on a favorisé nos filets sociaux, parce qu'on n'avait pas ce poids financier à gérer. Mais néanmoins, ça les arrangeait, les Américains. Ça leur permettait d'une certaine domination politique, ce qui n'est apparemment, Trump s'en fout. Mais ce que je voudrais dire, quand même, petite nuance, c'est que les Israéliens, et ça n'est pas que Netanyahou, c'est les Israéliens, je pense que je peux le dire comme ça, dans leur grande majorité, et ceux qui vont décider à un moment ou un autre d'agir pour attaquer l'Iran, quand l'Iran aura fini d'enrichir suffisamment l'uranium, que ces centrifugeuses auront terminé le boulot, en quelque sorte, ils attaqueront les Israéliens, avec ou sans les États-Unis, ils attaqueront. Et les États-Unis seront emmerdés de rester à la traîne. Donc forcément, ils iront derrière. Mais ce sont les Israéliens qui décideront. J'en suis absolument persuadé, parce que c'est une menace existentielle, et dès que ça commence à toucher à leur existence, ils agissent, point à la ligne. Sauf que les Israéliens sur les Américains, c'est un peu compliqué quand même de tenir une guerre. Ils iront. Mais Philippe, tu as quand même vraiment 10 secondes. Tu as deux ministres dans le gouvernement de Netanyahou qui sont des vrais fascistes. Vraiment. Voilà, Smotrich se définit lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Oui. Il dit, je me définis, il rigole pas, c'est pas une plaisanterie, comme un fasciste anti-homo, comme un fasciste homophobe. Et Ben-Gvir est pas mieux. Donc tu as quand même des gens dans ce gouvernement qui sont des vrais cratères. Ah non, mais en plus, ils sont des incompétents. Ils sont racistes, ils sont incompétents. Voilà. Et puis par ailleurs, tu as tout le problème de la Cisjordanie. Tu as quand même dans Cisjordanie, en gros, alors on n'a pas le droit de dire ça, il y a quand même 800 000 colons, on les appelle quand même des colons. Bon, même s'ils n'ont pas colonisé un État. Enfin, je connais le débat par cœur, et puis on appelle ça Judée-Samarie, bon, je connais ça par cœur, mais vous avez quand même là-dedans, ils sont 800 000 à peu près, mais vous en avez 200 000 qui ne sont pas mieux que le Hamas. Hein. Ils sont quand même des fanatiques absolus, ils sont très armés, ils sont racistes jusqu'au bout des ongles, il faut dire les choses, tu vois. Et donc, voilà, donc on est quand même dans une situation qui est très compliquée et qui alimente une haine d'Israël, notamment chez les jeunes, qu'on voit monter un peu partout dans les universités. Alors, avec l'aide du wokisme, ça fait mieux encore, mais ça, c'est très dangereux, parce que ces gamins ne comprennent pas l'histoire d'Israël, du coup ils deviennent limite antisémites, et on a quand même quelque chose qui est fascinant, c'est que l'antisémitisme passe de l'extrême droite à l'extrême gauche, comme l'a dit Klarsfeld, il a raison. Oui, alors il nous reste assez peu de temps, mais justement, parce qu'on s'époulaille beaucoup autour de Donald Trump, est-ce que finalement la politique qu'il mène, ce n'est pas la politique américaine qui a toujours été menée, défendre des intérêts américains, faire du business, essayer de tirer de chaque situation le meilleur pour eux-mêmes, sauf qu'il le fait de façon moins polite, hein, comme on dirait. Enfin, Benoît Gaillard. Peut-être deux choses. La première, c'est que c'est vrai que si on regarde de Barack Obama à la politique faite par Biden, à celle qui est faite par Trump, du point de vue, disons, par exemple, des oppositions assez violentes avec certaines puissances, on peut penser à la Chine, par exemple, on est dans une certaine continuité. La défense des intérêts américains, le fait que les Américains font avant tout passer, disons, en primeur, l'exercice de leur pouvoir, de leur influence et de finalement, de leur pouvoir économique aussi, ça, c'est vrai que ça n'est pas nouveau. C'est un peu plus nu, c'est un peu plus brut de décoffrage, si vous me passez l'expression, mais en réalité, ça n'est pas nouveau. Là où on doit peut-être profiter du côté un peu brut, c'est pour le deuxième point que je voulais souligner. Finalement, on sort d'une trentaine d'années, depuis grosso modo la chute de l'Union soviétique, de grands récits favorables à la mondialisation, dans un régime un peu libéral au sens large. C'est-à-dire l'idée, c'était que c'était un petit peu la fin de la politique. Alors, celui de la fin de l'histoire, ça, il s'était un peu trompé. Mais disons, c'était quand même un peu la fin de la politique. C'est-à-dire, en gros, les oppositions entre États et en groupes sociaux allaient un peu se dissiper, finalement, dans l'idée que tout le monde fait du commerce avec tout le monde, les règles sont un peu les mêmes partout. Et puis, à la fin, on le sait, le doux commerce, finalement, adoucit un peu tout ça. Il n'y a plus d'opposition entre États, etc. Et évidemment, ça, en réalité, c'est assez faux. Il y a des gens qui s'appauvrissent, il y a des gens qui ne montent pas dans le train, et ça, nos sociétés européennes en sont pleines, nos sociétés américaines on est tout aussi pleines. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont l'impression qu'on leur a vendu ça pendant 30 ans, et qu'en fait... tiers-monde. Alors, on pourrait ouvrir ce débat, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation, mais ça va sans doute aller un peu loin. En tout cas, il y a disons, les classes moyennes qui travaillent de manière assez normale dans les sociétés occidentales, européennes, américaines. Elles ont l'impression, en immense majorité, qu'elles n'ont pas pris ce train. C'est-à-dire, ça fait 30 ans qu'on leur raconte, vous, attendez encore 5 ans, on va libéraliser encore un peu plus, faire encore un peu plus d'échanges, un peu plus de commerce, et cette fois-ci, ça ira bien pour vous, parce qu'il y aura tellement d'investissements, et puis les riches deviendront un peu plus riches, puis finalement, ça finira par reverser. Et puis, les gens disent, ouais, ça fait déjà 5 ans qu'on me dit ça, mais enfin, mon fils, j'arrive quand même pas à lui payer le college, comme on dit aux États-Unis, ou l'université, etc. Et là, on a un vrai problème qui s'est traduit par Trump, mais qui se traduit par d'autres phénomènes en Europe. Et on a une vraie chance, qui est de dire, c'est la fin de la politique.
On nous a vendu la fin de la politique. On nous a dit, il faut arrêter avec tout ça. Les États n'ont plus vraiment de rôle à jouer, il faut laisser le business se faire et ce sera le mieux pour tout le monde. Le fait que ça s'arrête, et nous, je dirais, voilà, dans mon camp politique, on l'a demandé depuis un certain temps, on a dit, on doit revenir à des formes de souveraineté démocratique, on doit quand même décider à peu près qui bénéficie comment de tout ce qu'on produit ensemble, on ne doit pas laisser quelques-uns accumuler le tout et puis les autres crever la gueule ouverte, ou en tout cas avoir l'impression de déclassement. Voilà, ça c'est un mot très très important. Maintenant, le consensus se répand, on a une chance, c'est la fin de la politique. Et on peut revenir et dire, très bien, les États-Unis veulent faire l'oligarchie organisée, c'est-à-dire les bénéficiaires de cette politique seront à la fin quelques-uns, les géants de la tech. On ne fait rien du tout pour empêcher cette super concentration de richesse et on espère que ça profite au bon peuple. Bon, on verra. Moi, j'y crois moyennement, mais on verra. Et profitons de dire, nous, Européens et nous, Suisses, nous, on a un autre modèle. On a un modèle où on a une société qui est très forte, qui a une forte cohésion, qui se lance sur des projets communs, mais qui s'assure que tout le monde profite quand ensuite ça fonctionne et quand ensuite on est soit des bons exportateurs, soit des bons producteurs. Et là, je crois qu'on a vraiment une immense chance de sortir de ce cycle de la mondialisation qui était en fait un cycle où on disait aux gens la politique, c'est fini, vous n'avez plus rien à décider, vous n'avez plus rien à dire. Et puis évidemment, le corollaire, si vous êtes pauvre puis que ça ne va pas très bien pour vous, c'est de votre faute. Ça, c'est fini et ça pourrait être une bonne nouvelle. Mais justement, Luc Ferry, est-ce qu'on ne risque pas que précisément les populations, les déclassés en Europe, qui sont de plus en plus nombreux, voient dans Trump un modèle et pas du tout quelque chose de repoussant et qu'ils ne souhaitent pas finalement avoir la même chose, le même modèle chez nous aussi? Oui, bien sûr, son électorat est plutôt populaire. Oui, c'est pour ça qu'à mon avis, il fait très attention à la question de l'inflation, parce qu'il ne veut pas perdre son électorat. Est-ce que ça ne va pas convaincre justement les populations en France, en Allemagne, même en Suisse, de voter pour des baby-Trump? Il n'y en a pas énormément, parce que Trump, c'est un mélange qui n'existe pas vraiment en Europe, parce qu'il il est très libéral quand il s'agit d'opposer Boeing à Airbus, mais à l'intérieur, comme d'ailleurs Joe Biden, il n'est pas du tout libéral, puisqu'il a une politique qui est complètement une politique de relocalisation et de droits de douane et de l'absence complète de libéralisme au niveau international. Ce que j'entends de ce que dit notre ami, c'est très bien quand on est dans le pays le plus libéral d'Europe, à savoir la Suisse, de dire on a trop de libéralisme parce qu'on a vendu des choses aux gens, ça n'a pas marché. Bon, quoique les salaires en Suisse, ils sont quand même grandioses, excusez-moi, mais moi qui étais professeur d'université pendant 40 ans... Les prix sont... Non, les prix, j'ai regardé... Non, attendez, je peux vous le dire exactement, parce que ma fille travaille ici, donc j'ai regardé de très près. C'est 1,7 plus cher qu'en France. Donc c'est pas énorme. En revanche, professeur d'université, moi j'étais professeur d'université j'ai terminé au sommet de la carrière, je gagnais royalement 4 300 € par mois. Ce qu'on me proposait quand on m'a proposé de venir chez vous, c'était pas exactement le même prix. C'est 20 000 €. Ouais, évidemment, mais vous savez, je viens très souvent en Suisse, puis encore une fois, c'est un pays que je préfère au monde. Voilà, on fera les calculs ensemble. Mais quand on est le pays le plus libéral d'Europe, qu'on a 2 points de chômage ou 2,3, qu'on a des salaires qui sont astronomiques par rapport à la France, on peut dire on a trop de libéralisme. Chez nous, on crève de manque de libéralisme. Je suis totalement républicain en politique. Voilà, je fais pire que Chevènement. Pour l'école, je suis un républicain fanatique. Voilà. Mais en revanche, en économie, on manque de libéralisme dans toute l'Europe. Encore une fois, les 3 300 milliards d'euros de dette, les 6 millions de fonctionnaires, ça ne va pas. On ne peut plus payer ça sans avoir une économie qui fonctionne. Nos entreprises sont écrasées par les charges. Voilà. Et les anciens du MEDEF, je pense à Gattaz, les Gattaz, ils disaient, mais on ne demande pas que vous nous aidiez, on demande que vous nous foutiez la paix. Voilà. Ils rêvaient d'avoir les impôts suisses. Voilà. Et donc, c'est facile, quand on est dans le pays le plus libéral, de dire, voilà, le libéralisme, c'est excessif. Moi, si j'étais chez vous, je serais comme vous, je serais socialiste. Ça ne coûte pas cher, mais Alors ça, c'est une jolie conclusion. C'est une jolie conclusion, ça sera... Dans le pays le plus libéral du monde, on peut se permettre de corriger un peu le tir, voilà. Mais chez nous, c'est le contraire. Ça sera la conclusion pour cet épisode-là, parce qu'on n'a pas du tout traité de l'IA. Non, je n'ai pas vendu mon livre, c'est un scandale. Alors, on va le vendre, mais il va falloir venir nous revoir pour qu'on puisse faire un débat exprès sur cette thématique. Tant de choses à dire et tant de choses à dire. Et en attendant, alors justement, allez l'acheter. IA, grand remplacement ou complémentarité de Luc Ferry. Lisez-le et on vous promet qu'on le recevra pour en reparler très prochainement. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, merci à vous, Monsieur le ministre. Merci Philippe. Merci Benoît Gaillard. Merci. Et bonne intronisation à Berne. Voilà. Merci beaucoup. Bonne chance et bonne semaine et soirée à toutes et tous. À la semaine prochaine. Au revoir.